Bienvenue sur les sables du temps, la chaîne où nous voyageons à travers l'histoire. Aujourd'hui, cap sur l'île d'Elbe. C'est ici que commence l'un des paris les plus fous de Napoléon. Dans le port de Portoferraio, un brick de guerre quitte discrètement le mouillage. À son bord, 1087 hommes et l'homme le plus dangereux d'Europe, Napoléon Bonaparte. Il vient de prendre la décision, la plus folle de sa vie, reconquérir la France, en 20 jours, avec 1000 soldats contre les armées coalisées de toute l'Europe. Mais pour comprendre cette folie, il faut revenir 10 mois en arrière, quand l'empereur des Français est devenu l'empereur d'Elbe. 4 mai 1814, Napoléon foule, pour la première fois, le sol de l'île d'Elbe. 223 km², à peine la taille d'un petit département français, 12 000 habitants. Voici son nouvel empire. Le traité de Fontainebleau lui garantit la souveraineté sur l'île, une pension confortable et même le maintien de son titre d'empereur. Sur le papier, c'est un exil doré. Dans les faits, Napoléon fait ce qu'il a toujours fait. Il gouverne. En quelques mois, il révolutionne Elbe, il fait construire des routes, modernise les mines de fer, réforme l'administration, il crée une petite garde de 600 hommes et fait battre monnaie à son effigie. Mais Napoléon le sait, régner sur 12 000 habitants n'est qu'une parodie de pouvoir, même s'il y met toute son énergie. La nuit, il songe à Paris, à ses batailles, à son fils, qu'il ne reverra peut-être jamais. À Las Cases, il confie « J'ai renoncé à un grand trône pour une petite principauté, mais je n'ai jamais cessé d'être empereur. » Mais derrière cette agitation, la réalité rattrape Napoléon. Marie-Louise, sa femme, ne viendra jamais le rejoindre. Elle reste à Vienne avec leur fils, le roi de Rome. Les Autrichiens la surveillent. Pire encore, la pension promise par Louis XVIII ne sera jamais versée. L'argent manque. Les espions pullulent. Napoléon découvre qu'il est surveillé, épié, prisonnier de son rocher. Et surtout, les nouvelles de France sont catastrophiques. Louis XVIII multiplie les maladresses. Il refuse la Légion d'honneur aux anciens soldats. Il rappelle les émigrés. Il rétablit la noblesse d'Ancien Régime. Le pays gronde. Plus grave encore, l'Europe se méfie. Au Congrès de Vienne, on parle de déporter Napoléon plus loin. Sainte-Hélène? L'Amérique? Pour Napoléon, une évidence s'impose. C'est maintenant ou jamais. Bertrand, Drouot et Cambronne. Le plan est simple et suicidaire. Embarquer la garde d'Elbe sur l'Inconstant, débarquer sur les côtes françaises et marcher sur Paris. Cambronne, le fidèle entre les fidèles, commande les grenadiers de l'île. Il sait que l'entreprise est un pari fou, mais il suit son empereur, sans hésitation. 1000 hommes contre une France de 30 millions d'habitants, protégée par 200 000 soldats royaux. Les généraux sont sceptiques. Napoléon, lui, a calculé. En France, le trône de Louis XVIII vacille. Il suffira d'une étincelle. 1er mars, 20 h. Napoléon fait ses adieux à sa mère, Laetitia. Restez sur l'île. Je reviendrai avec les violettes, promet-il. À 23 h, l'Inconstant quitte Portoferraio. Direction, la France. La traversée dure 3 jours. 3 jours où Napoléon joue son va-tout. Si une frégate britannique les intercepte, c'est fini. Si les vents tournent, c'est fini. Alors il galvanise ses compagnons.
nous irons en France. Et si nous ne réussissons pas, nous saurons y mourir. 5 mars, 15 heures. La côte française apparaît. Cannes? Non. Trop surveillé? Juan-les-Pins? Parfait. Napoléon pose le pied sur le sol français. Pour la première fois depuis 10 mois. Ses premiers mots: nous allons à Paris sans tirer un coup de fusil. La petite troupe se met en marche. Éviter Marseille, royaliste. Éviter la vallée du Rhône, trop surveillée. Direction les Alpes. La route Napoléon commence. 6 mars 1815, la troupe passe par Grasse. Les habitants restent méfiants. Fenêtres closes, silence pesant. Mais déjà, quelques anciens grognards isolés rejoignent discrètement la colonne. Ils viennent renforcer Cambronne et ses grenadiers. 7 mars, prairie de la Fraie. Face à face, Napoléon et ses 1000 grognards contre le 5e régiment de ligne. Les soldats royaux pointent leurs fusils. Un ordre et c'est la bataille fratricide. Napoléon s'avance. Seul, il ouvre sa redingote grise et découvre sa poitrine. « Soldats du 5e, me reconnaissez-vous? S'il est parmi vous un soldat qui veuille tuer son empereur, me voici. » Silence de mort. Puis un cri. « Vive l'empereur !» Les fusils s'abaissent. Le 5e régiment tout entier passe du côté de Napoléon. C'est le miracle de la Fraie. En quelques minutes, Napoléon a doublé ses effectifs. Cambronne accueille les nouveaux ralliés et les intègre à la colonne. Le 8 mars, à Grenoble. Les portes s'ouvrent après quelques hésitations. La foule envahit les rues. Le préfet royaliste reste impuissant. Cambronne organise la garde de la ville, tandis que Napoléon loge au palais de l'évêque. Le 9 mars, en route vers Lyon, des paysans sortent des villages, brandissant des violettes. Signe secret des bonapartistes. Les troupes locales abandonnent le comte d'Artois, frère du roi, et rejoignent Napoléon. Chaque jour, Cambronne accueille ses ralliements. Il discipline les colonnes et renforce l'armée renaissante. Le 13 mars, le maréchal MacDonald, loyal au roi, fuit plutôt que d'affronter l'empereur. Louis XVIII perd un de ses derniers soutiens crédibles le 15 mars à Auxerre. C'est ici que naît le brave des braves, qui avait juré de ramener Bonaparte dans une cage de fer, cède et rallie l'empereur. Cambronne est à ses côtés, quand Ney embrasse Napoléon. Une scène spectaculaire, symbole du basculement, le 18 mars, à Fontainebleau. Le lieu de l'abdication devient celui de la Renaissance. La boucle est bouclée. Le 19 mars, à minuit, Louis XVIII quitte Paris en catimini. Direction, la Belgique. 20 mars 1815. 21 heures. Napoléon gravit les marches du château des Tuileries. La foule parisienne l'acclame. L'aigle a volé de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. En exactement 20 jours, sans tirer un seul coup de fusil, Napoléon a reconquis la France. Cambronne, toujours à ses côtés, incarne la fidélité absolue du grognard à son empereur. L'impossible vient de se produire. Mais cette victoire foudroyante porte en elle les germes de la défaite finale. L'Europe coalisée ne pardonnera jamais ce retour. Wellington et Blücher marchent sur la France avec 700 000 hommes, 18 juin 1815. Waterloo. Cette fois, c'en est fini. Sainte-Hélène remplacera Elbe et il n'y aura plus de retour. Cambronne, fidèle jusqu'au bout, commande la garde impériale à Waterloo. Cerné, sommé de se rendre. Il aurait répondu «
par un seul mot resté célèbre. Merde. Pourtant, ces 100 jours resteront dans l'histoire, comme l'un des plus formidables coups de poker jamais tentés. Un homme, un rocher, un rêve fou. Et 20 jours qui ont prouvé qu'en politique, tout peut basculer en un instant. De l'île d'Elbe aux Tuileries, Napoléon a écrit sa plus belle page. Pas militaire, mais humaine. Celle d'un homme qui a refusé d'accepter que son histoire soit terminée. Merci d'avoir suivi ce voyage. Si l'histoire vous a passionné, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines explorations. Chaque geste compte et m'aide à continuer à faire vivre les sables du temps. À très bientôt pour les prochains grains de sable du passé.